Bon, on est revenu, donc je commence à fatiguer. Il reste bien 2 présentations avant la plénière, dont une en direct avec Justine Belle-Étoile de Hello Work, le nouveau nom de Joby Joba, me semble-t-il. Donc il va nous parler de BERT, de traitement automatique du langage, sur des données de CV, c'est ça? Voilà, c'est Alors, ça. je vous laisse la parole. Merci. Bonjour et puis merci de participer à la journée. Donc effectivement, je suis Justine Belle-Étoile et je suis Data Scientist chez Hello Work. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de NLP pour l'analyse de CV. Juste pour démarrer, quelques mots sur le groupe. Donc avant, nous étions Joby Joba et nous avons rejoint le groupe Hello Work. Donc l'objectif du groupe, en fait, c'est de mettre en relation des professionnels du recrutement et des centres de formation avec des actifs, des étudiants, des lycéens. Et donc on est présent sur Internet via différents sites, des sites de recherche d'emploi, des sites plus spécialisés ou des produits souvent en mode SaaS directement pour les entreprises, pour les recruteurs. Et plus particulièrement côté data, alors on va faire surtout du NLP parce qu'en fait notre matière première, ça va être le texte des offres d'emploi ou des offres de formation et des CV qu'on va analyser automatiquement. Après on a toute une variété de sujets data autour de l'emploi, donc de la segmentation d'utilisateurs, de la recommandation de contenu, etc. Mais aujourd'hui, on va surtout parler de parsing de CV. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est comprendre le profil d'un candidat à partir de son CV. Donc, pour ça, il y a plusieurs étapes. On identifie différentes zones, etc. Et on va d'une part chercher à extraire l'explicite, donc c'est-à-dire saisir tout ce qu'il y a marqué sur le CV, donc les mentions de postes, les dates auxquelles les postes ont été occupés, etc. En gros, tout ce qu'un humain peut lire, mais que la machine doit déchiffrer. Et également saisir l'implicite, donc par exemple comprendre qu'un candidat a une dimension internationale, ce genre de choses. Donc dans la présentation, on va vraiment faire un focus sur comment extraire l'explicite, parce qu'en fait on va voir que déjà ça c'est pas si simple comme tâche, et donc ce sera l'occasion de parler de techniques habituellement utilisées en NLP pour résoudre ce genre de problème, et aussi de mentionner les dernières évolutions qu'il y a eu dans le domaine et de voir comment est-ce qu'on peut mettre à profit ces évolutions pour résoudre notre cas d'usage. Donc, une manière de poser le problème d'extraction d'informations explicites, c'est de se dire c'est finalement un problème de reconnaissance d'entités nommées. Donc ça, c'est une tâche classique en NLP, en traitement du langage. C'est quand on a du texte et on essaye d'identifier dans ce texte les mots qui vont correspondre à des catégories qui nous intéressent, des catégories prédéfinies. Donc typiquement pour un CV, ça va être le nom, le prénom du candidat, les métiers, les entreprises, etc. Si on schématise vraiment très simplement le problème, on peut se dire on a du texte qu'on voit comme une liste de mots, une liste de tokens. Pour chaque token, on va calculer des features. Donc on récupère un vecteur de features et on donne ces vecteurs en entrée à un modèle de classification, celui que vous voulez, et on entraîne ce modèle de classification pour qu'il prédise les catégories qui nous intéressent. Donc là, bien sûr, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut prendre comme feature, qu'est-ce qui est intéressant et qui va contenir de l'information qui va aider notre modèle. Donc, une technique assez classique en NLP, c'est de prendre comme feature ce qu'on appelle des word embedding. Donc, en fait, c'est quand on associe à chaque mot un vecteur, de manière à ce que ce vecteur contienne le plus d'informations utiles possible. Donc ça, c'est une idée qui existe depuis longtemps, et il y a un linguiste britannique qui, dès le début du XXe siècle, a énoncé un concept qui est de dire que le sens d'un mot peut être donné par les mots qui l'entourent fréquemment. Et en fait, à partir de cette idée, ça a été une idée vraiment importante pour le NLP statistique moderne, puisque à partir de là, on a vu différentes propositions apparaître pour justement calculer des word embedding qui donneraient des informations sur les mots. Le problème avec le fait de représenter un mot par un vecteur unique, déjà il est double. Ça ne permet pas en fait de capturer le fait que certains mots sont polysémiques. Ils ont plusieurs sens, ils veulent dire plusieurs choses.
Et également, on a du mal à représenter le fait qu'un mot a plusieurs aspects, donc différentes valeurs sémantiques, mais aussi différents comportements syntaxiques selon comment ils sont employés dans une phrase. Un coup, il va être le sujet, un coup, il va être le complément, etc. Donc, finalement, on se dit, on aurait des vecteurs plus riches, plus porteurs d'informations si on pouvait produire des word embeddings contextualisés. Donc, ce que je vous propose de voir dans la suite de la présentation, c'est justement toutes les avancées récentes en NLP qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à nous aider à avoir des techniques pour produire ces fameux word embeddings contextualisés. Alors la première, c'est qu'à partir des années 2013-2014, dans la communauté, on a commencé à adopter massivement l'utilisation de réseaux récurrents pour entraîner des language models. Donc, un language model, qu'est-ce que c'est? Pour résumer, c'est un modèle qui va permettre de prédire le mot suivant à partir d'un début de séquence de mots. Donc ça, c'est une tâche très classique en NLP parce que derrière, ça permet de faire plein de choses. Ça permet de faire de la génération de texte, ça permet de faire du résumé automatique de texte, dès qu'on va vouloir générer des séquences. Et quand on a commencé à utiliser des RNN pour faire ça, en fait, quand vous faites passer de manière séquentielle des représentations des différents mots de votre séquence, vous obtenez à un moment à la sortie une représentation d'un token qui va dépendre du contexte de la séquence que vous avez eue avant. Et donc vous pouvez récupérer ça et vous dire ça va être mon word embedding contextualisé. Peu de temps après, il y a deux autres idées importantes qui ont émergé dans la littérature. La première, ce sont les architectures sequence to sequence, donc qui ont été utilisées au début pour faire de la traduction automatique, mais en fait on peut s'en servir pour plein de tâches différentes. Et là, le principe, c'est qu'on va mettre bout à bout deux RNN, un premier qu'on appelle l'encodeur, donc dans lequel on fait passer une première séquence, et on récupère le dernier hidden state de notre encodeur, et lui, on le donne comme entrée à notre deuxième RNN qui est le décodeur. Et la tâche que va apprendre ce décodeur, c'est de générer une deuxième séquence, soit dans une autre langue si vous faites de la traduction, ou voilà, une deuxième séquence. La limite en fait avec ce type de proposition, c'est que finalement, vous allez chercher à encoder dans votre dernière hidden state de l'encodeur toute l'information contenue dans la première phrase, et ça, c'est forcément compliqué. Du coup, heureusement, peu de temps après, il y a d'autres choses qui ont été proposées, et notamment le mécanisme de l'attention qui vient compléter ça. Et là, le principe, c'est qu'à chaque étape de votre décodeur, vous allez autoriser des connexions directes vers tous les hidden vectors de votre encodeur, et via un calcul de score d'attention qui permet d'obtenir par, grosso modo, une combinaison linéaire, un vecteur d'attention, ce qu'on appelle un vecteur d'attention. Vous pouvez aussi utiliser ça en concaténant avec vos hidden states du décodeur. Et ça permet de permettre au décodeur de voir plus de choses de la séquence, de la première séquence. Alors, toujours sur ce même principe, quelques années plus tard, en 2017, il y a un modèle très important qui a été proposé, qui est le modèle Transformer. En fait, l'équipe qui a proposé ça, l'intuition qu'ils ont eue, c'est de se dire, nous, on voudrait paralléliser les choses pour aller plus vite au niveau des calculs. Le problème, c'est qu'un RNN, par définition, c'est séquentiel. Donc, au bout d'un moment, on atteint une certaine limite pour la parallélisation. Et finalement, ce qu'on a vu sur la slide juste avant, c'est que, de toute façon, la plupart des modèles, maintenant, font appel à de l'attention. Donc, si finalement, on conservait que cette partie-là, et pas la partie RNN, ça nous permettrait de paralléliser beaucoup plus de choses. Donc, c'est exactement ce qu'ils ont proposé. Donc, il y a toujours un encodeur, un décodeur, mais au lieu de faire transiter l'information séquentiellement dans un RNN, ils vont plutôt empiler des couches. Donc, il y a 6 encodeurs en fait et 6 décodeurs, et utiliser différents mécanismes d'attention. Notamment un qui est très intéressant dans leur proposition, c'est de dire, finalement, faire du NLP, c'est quand on a du texte, on essaye de comprendre la phrase et donc de voir qui a fait quoi, à qui, avec quoi, etc. Et si vous aviez un réseau convolutionnel, par exemple, vous auriez différents filtres qui s'intéresseraient à différentes parties de la compréhension du texte. Ici, si on utilise de l'attention simple, on a le même mécanisme qui est appliqué à tous les voisins. Donc,
l'idée de l'équipe qui a proposé le transformer, c'est de dire on va plutôt faire une attention multi-tête, multi-head attention, et entraîner le modèle de manière à ce qu'il y ait une tête qui petit à petit comprenne la partie qui, une autre qui va s'intéresser à la partie a fait quoi, etc. pour vraiment comprendre la phrase dans sa globalité. Et à partir des années 2018 plutôt, il y a une autre idée importante qui émerge dans la littérature, qui est le fait de faire du transfer learning, comme pouvait être fait en vision depuis déjà quelques années. C'est ce que Sébastien Roder, qui est un chercheur qui a un blog assez connu, a décrit comme le moment ImageNet du NLP. En gros, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'en NLP, on ne ferait pas aussi des pré-entraînements de modèles qui pourraient nous resservir dans d'autres architectures, mais qui nous feraient profiter de tout ce qu'ils ont déjà appris. Et en fait, un très bon candidat, une tâche qui est une très bonne candidate pour entraîner ce type de réseau, c'est justement le language modeling. Parce qu'en fait, pour que ça fonctionne bien, le language modeling, il faut que le modèle comprenne beaucoup de choses à propos du texte, qu'il comprenne la syntaxe, la sémantique, qu'il acquiert une certaine connaissance générale du domaine sur lequel il est en train de s'appliquer, etc. Et tout ça sont des propriétés très génériques qui vont être utiles d'une manière ou d'une autre dans les tâches que l'on voudra effectuer derrière avec le modèle préentraîné. Donc à partir de 2018, on va vraiment fleurir tout un tas de propositions, mais autour de cette idée de préentraîner des modèles et de faire du transfer learning. Donc, comme on peut le voir, c'est un champ de recherche très dynamique, le traitement automatique des langues. Là, je vous ai mis par exemple le nombre de citations année par année des papiers qui correspondent aux principales propositions que là j'ai mentionnées. Donc on voit que ça part de manière exponentielle. Et à droite, c'est plutôt tout un tas de modèles qui ont été proposés à partir de 2018 et jusqu'à 2020. Donc on voit qu'il y a clairement deux axes pour la recherche. D'un côté, on a des modèles qui arrivent qui sont de plus en plus performants parce que de plus en plus gros, avec de plus en plus de paramètres. Ce qu'il y a sur le graphique, c'est le nombre de paramètres. Donc des choses de plus en plus lourdes, mais du coup hyper performantes. Et d'un autre côté, on a tout un pan de la recherche qui s'oriente plutôt vers comment optimiser tout ça et en gros comment être capable de faire aussi bien mais de manière à ce que ça nous coûte moins cher. Donc optimiser les méthodes d'entraînement, optimiser les architectures des réseaux pour permettre d'avoir tout aussi bien avec un petit peu moins cher. Donc voilà, ça c'était le tour d'horizon de ce qui a été proposé récemment. Et ce qu'on va essayer de voir maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut justement mettre à profit ces idées et utiliser ces modèles préentraînés. Est-ce que ça peut nous apporter quelque chose quand on fait du NER, et notamment dans notre cas d'usage, le parsing de CV. Donc vous avez plusieurs manières de faire pour le NER. La première, c'est ce qu'on appelle le fine-tuning. Donc là, vous prenez un modèle préentraîné, vous lui rajoutez des couches pour votre tâche supervisée spécifique, donc pour la recherche d'entités nommées. Et ensuite, vous allez entraîner sur votre dataset tout le modèle dans son entier, quoi. Vous allez vraiment réentraîner tous les paramètres. Et on oppose ça en fait au principe de feature-based, où là vous prenez pareil un modèle préentraîné, mais vous vous en servez pour calculer des représentations de chacun de vos tokens selon ce modèle, et ensuite vous prenez ça comme des features, et vous donnez ça à un classifieur séparé, mais sur votre tâche supervisée, vous n'entraînez vraiment que ce classifieur séparé, sans toucher à la manière dont vous avez calculé ces représentations. Alors déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser des modèles préentraînés? Et presque toujours la réponse est oui, étant donné que ces modèles ils ont été préentraînés sur souvent un énorme volume de données, ça a pris beaucoup de temps, donc autant tirer parti de toute la connaissance qu'ils ont été capables d'acquérir sur plus de mots que sans doute ce que vous pourriez obtenir avec votre dataset, à moins bien sûr que vous n'ayez à disposition un corpus de millions de mots, voilà, avec beaucoup de données, auquel cas ça ne poserait pas de problème de redémarrer de zéro. Mais c'est plutôt rare. Et ensuite, la deuxième question à se poser, c'est est-ce que je fais du fine-tuning ou pas? Et là, généralement, le conseil, c'est que non, si on a un petit dataset, parce qu'en fait, le risque dans ce cas-là, c'est de faire perdre
au modèle préentraîné sa capacité à généraliser. En fait, vous allez surentraîner votre modèle sur les quelques mots de vocabulaire que vous allez recroiser dans votre petit dataset. Et finalement, vous allez lui faire perdre la connaissance, l'embrouiller sur tout ce qu'il avait pu apprendre auparavant, perdre des liens avec peut-être des mots de vocabulaire qu'il ne recroisera pas, etc. Et par contre, là aussi, si vous avez un grand dataset, ça peut valoir le coup de faire du fine-tuning parce que le risque d'embrouiller le modèle est quand même moindre. Et à l'inverse, vous allez lui insuffler un peu de connaissances supplémentaires sur votre champ lexical spécifique, votre domaine spécifique. Ensuite, la deuxième question, c'est qu'est-ce que je peux utiliser comme modèle préentraîné? Parce que comme on l'a vu, il y a plein de choses qui ont été proposées. Là, dans le comparatif auquel on va s'intéresser, on a sélectionné 4 modèles de type BERT, et pour le français, pour pouvoir faire du parsing de CV en français. Et du coup, je vais les présenter rapidement un par un. Donc, le premier, c'est la version multilangue de BERT. Donc, BERT, qui a été proposé en 2018. Et l'idée derrière ça, c'est de reprendre l'architecture du transformer, mais de conserver que la partie encodeur. Et par contre, jusqu'à BERT, les modèles qui étaient proposés, ils étaient majoritairement unidirectionnels, c'est-à-dire qu'ils lisaient des séquences soit de gauche à droite, soit de droite à gauche. Parfois, ils combinaient les deux de manière assez simple. Or, on comprend bien que pour comprendre un texte, intuitivement, c'est bidirectionnel comme tâche. C'est-à-dire que pour résumer une phrase, vous allez d'abord la lire dans son entier avant de commencer à la résumer. Donc l'idée de l'équipe derrière BERT, c'est de proposer une architecture qui branche un petit peu tout de manière bidirectionnelle. Par contre, pour éviter que lors de l'apprentissage, en gros, les mots se voient eux-mêmes et que finalement le modèle n'apprenne rien du tout, ils ont proposé 2 tâches particulières pour réaliser l'entraînement, notamment celle de Masked Language Modeling. Donc là, l'idée, c'est qu'on masque un certain pourcentage des tokens et on entraîne le modèle à prédire ces tokens qui sont cachés. Ils ont aussi rajouté la tâche de Next Sentence Prediction. Donc là, l'idée, c'est vous donner 2 phrases au modèle et il faut qu'il prédise est-ce que oui ou non, ces 2 phrases se suivent dans le corpus d'apprentissage ou est-ce que ces 2 phrases prises complètement au hasard. Et rajouter cette tâche-là, en fait, ça leur a permis d'anticiper tout ce qui était tâche de type question-réponse, en fait. Donc, je ne vais pas forcément trop rentrer dans le détail parce que je pense que je n'ai pas trop le temps. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec une seule architecture, ça permet de faire du fine-tuning derrière pour toute une variété de tâches et d'avoir quelque chose qui est efficace à la fois au niveau des phrases, donc par exemple pour faire de la classification de documents, et au niveau des tokens, donc pour faire du parts of speech tagging ou typiquement du NER. On s'est aussi intéressé à ce que pouvait donner Camembert. Donc ça, c'est un modèle qui a été proposé par une équipe française qui est partie de l'idée que un modèle multilangue, c'est bien, mais généralement, pour avoir des performances aussi intéressantes qu'un modèle monolangue, il faut avoir un modèle plus lourd, plus gros, plus compliqué à entraîner. Alors que si on a la chance de travailler sur une langue où il y a quand même pas mal de ressources, et typiquement c'est quand même le cas du français, pourquoi ne pas créer un modèle monolangue pour cette langue? Donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont repris une architecture similaire à Roberta, qui est lui-même un modèle qui est inspiré de BERT, mais les petites différences, c'est notamment qu'il n'y a pas de tâche de Next Sentence Prediction, ou par exemple ils font du masking dynamique, donc à chaque itération, à chaque époque, ils vont changer les tokens qui masquent pour toujours apprendre plus de choses. On a aussi regardé ce que pouvait donner Distilbert. Donc ça a été proposé par Hugging Face, qui est l'entreprise qui est derrière les librairies genre Transformers, qui sont très utilisées en NLP actuellement. Et eux, ils ont appliqué le principe de la distillation entre 2 modèles. Donc le principe, c'est que vous prenez un modèle qu'on appelle élève, qui est volontairement structurellement léger, et vous l'entraînez pour reproduire la distribution de sortie d'un modèle professeur. Donc vous ne vous entraînez pas sur les targets directs de votre dataset, mais à reproduire ce qu'est capable de faire le modèle professeur. Et donc pour ça, eux, ils ont pris comme modèle professeur BERT, sauf que leur modèle à eux a 2 fois moins de couches, et ça permet par exemple sur l'anglais, avec 40% de paramètres en moins, et donc un temps d'inférence beaucoup plus rapide,
d'avoir une performance quasi équivalente puisqu'il la conserve à plus de 95%. Et enfin, dernier élément qu'on a introduit dans la comparaison, c'est le petit, donc aussi proposé par une équipe française uniquement pour du français, qui est inspiré de Camembert, mais qui, comme vous le voyez, a une architecture vraiment très, très légère, en tout cas pour ce type de modèle. Alors, si on en revient à notre cas d'usage, si on schématise, la comparaison qu'on peut faire, c'est de se dire, on prend un CV, en le faisant passer dans du pré-processing, on va le transformer ça en une séquence de tokens. On va faire passer notre séquence de tokens dans chacun des 4 modèles préentraînés. Ça va nous permettre d'obtenir des vecteurs en sortie, des représentations pour chacun de nos tokens. Donc, on se place typiquement dans le cas feature-based. Et on donne ça à un classifieur et on entraîne ce classifieur pour qu'il nous prédise nos classes d'intérêt, donc les noms, les métiers, etc. Et donc derrière, on peut regarder ce que ça donne selon différents critères. Alors le premier critère auquel on s'est intéressé, c'est le temps d'inférence moyen par CV. Donc là, les résultats que je vous mets sur la slide, c'est une moyenne sur un échantillon de CV pris sur une certaine machine. On a fait tourner ça sur une certaine machine. Donc forcément, si vous faisiez tourner ça sur une infra différente, vous auriez d'autres résultats, mais on peut penser que les proportions entre les modèles seraient conservées. Donc ce qu'on voit, c'est que le BERT multilangue ou le Camembert sont quasi équivalents et sont les plus longs à faire tourner. Donc 1 seconde 8, 1 seconde 9 en moyenne par CV. Alors que DistillBERT, on est déjà 2 fois plus rapide. Pourtant, on a autant de paramètres quasiment, mais par contre, on a 2 fois moins de couches, 2 fois moins de layers. Donc les calculs se font différemment. Et le petit qui est vraiment très léger, lui on est carrément 6 fois plus rapide. Alors c'était un critère important pour nous parce qu'on fait du parsing de CV en temps réel en fait dans nos produits, donc on a besoin que ça dure vraiment très peu de temps parce qu'on veut que l'analyse complète d'un CV dure moins de quelques secondes. Après bien sûr c'est pas le seul critère auquel il faut s'intéresser, donc on a quand même regardé les scores en termes de qualité de reconnaissance d'entités nommées que pouvaient nous donner ces modèles. Donc là, ce qui est ressorti sur nos corpus, c'est que Camembert nous permettait d'obtenir les meilleurs résultats. Et quand on passait à des modèles plus rapides, comme donc DistillBERT ou le petit, on perdait quand même sur un F-score 10 points, voire 20 points parfois, selon les entités auxquelles on s'intéresse. À titre de comparaison, on a aussi rajouté dans le benchmark une baseline. Donc c'est juste une régression logistique qui a été entraînée en utilisant une dizaine de features, quelques dizaines plutôt de features définies manuellement, donc sans faire appel du tout à cette notion de word embedding. Et donc qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? C'est que quand même on voit qu'il y a un bénéfice à utiliser des word représentations de ce type, parce que quasiment tous les modèles, selon toutes les entités, donnent de bien meilleurs résultats quand même que notre baseline. Après, bien sûr, selon votre utilisation, il va forcément y avoir un compromis à trouver entre la performance que vous attendez et le coût que vous pouvez y consacrer, sachant que par coût, j'entends à la fois le coût en termes d'infrastructures, de machines pour faire tourner les modèles ou pour les apprendre, et aussi de coût de temps d'inférence et de temps d'apprentissage. Après, comme on l'a vu dans la présentation, le NLP, c'est un domaine de recherche qui est vraiment très très actif. Et finalement, là, je vous présente des comparatifs qu'on a pu faire il y a 6 à 12 mois à peu près. Ça se trouve, ils sont déjà obsolètes. Et depuis, il y a d'autres choses qui ont été proposées qui seraient très intéressantes de tester et de rajouter à ce benchmark. Donc, je pense qu'il est important de rester au courant de ce qui se fait. Et enfin, pour terminer, quelques idées si on voulait aller plus loin, ce serait de, par exemple, entraîner son propre language model sur un corpus non labellisé. Encore faut-il avoir accès à un volume de données suffisant. On a bien vu avec la présentation d'avant que c'était un peu le nerf de la guerre. Ou une autre idée serait d'augmenter la taille du dataset à noter pour pouvoir faire du fine-tuning et pas seulement se placer dans le cadre feature-based.
Voilà, ben merci beaucoup. Et puis je ne sais pas s'il reste du temps pour des questions. Je serais ravie en tout cas. Je pense qu'il en reste. Parfait. On est très bien. Bon, merci pour cette présentation, effectivement, qui change un peu de la précédente, mais voilà, c'est ça la data. Alors, j'ai une première question. Tout à l'heure, là, sur le choix entre le fine-tuning et l'autre, dépendant du dataset. En quoi la taille du dataset impacte le fine-tuning et qu'est-ce qu'un petit dataset en NLP? Alors, ben, oui, comme je le disais, le risque, si on a un petit dataset à faire du fine-tuning, c'est que finalement, on n'obtienne pas de si bonnes performances que ça parce qu'on va en fait surapprendre sur notre dataset d'apprentissage qui est petit et puis perdre de l'info que le modèle avait par ailleurs. Après, quant à la taille du dataset, c'est beaucoup plus flou. Je pense que ça dépend déjà de votre domaine d'application. Parce que y a des domaines où il va y avoir peut-être des vocabulaires plus ou moins étendus, plus ou moins de variabilité entre les différents documents qui peuvent vous arriver. S'il y a peu de variabilité entre les documents, j'imagine que même si le dataset n'est pas énorme, on a quand même une bonne représentativité, donc ça va. Si vous êtes sur un domaine où vraiment les documents sont très variés, et sur le cas des CV, on pourrait penser que un CV est un CV, mais en fait pas du tout. Les gens sont très imaginatifs. Et il y a beaucoup de manières de s'exprimer, plein de métiers, plein de professions, plein de voilà. Donc oui, ça va dépendre de votre domaine, je pense. D'accord. Alors, je pose ma propre question. Ah, il y en a une autre qui vient d'arriver. Sébastien, quelle est l'importance des étapes de pré-processing quand on utilise un modèle pré-entraîné? Déjà, je pense qu'il faut regarder quelles ont été les étapes de pré-processing effectuées par les gens qui ont pré-entraîné le modèle pour avoir quelque chose d'à peu près cohérent. Parce qu'en gros, par exemple, dans BERT, il y a une certaine manière qu'ils ont employée pour l'apprentissage, pour tokeniser le texte. Du coup, on se retrouve avec un certain vocabulaire possible. Et si vous employez une méthode radicalement différente, le risque, c'est que aucun des tokens que vous allez ressortir n'est connu de BERT. Et donc, faut quand même réfléchir à tout ça. Et un autre angle de réponse, c'est de dire que si vous ne faites pas du tout de pré-processing, vous allez peut-être encombrer votre modèle avec des tokens qui finalement n'apportent pas beaucoup d'informations, les fameux stop words, etc., qu'on peut avoir en NLP. Donc le pré-processing est quand même très important. Oui. Il est fondamental. Et alors, il y a une autre question, mais je pose la mienne entre-temps parce que je rebondis. Un texte, c'est quelque chose de... Dans le pré-processing, c'est quelque chose de linéaire, c'est séquentiel. Un CV, ça se lit de haut en bas, de gauche à droite, en diagonale. Comment est-ce qu'on peut dire qu'un CV n'est pas un texte, ou est-ce qu'il peut y avoir des problématiques spécifiques à cet objet graphique, en fait? Alors oui, effectivement, il y a plusieurs manières de lire un CV. Souvent, c'est constitué de différents blocs, en fait. Donc, à voir, est-ce que vous traitez tout d'un seul ensemble et à ce moment-là, il faut trouver un moyen d'organiser vos blocs et de savoir dans quel ordre les lire. Ou alors, est-ce que vous les traitez un par un et que vous les voyez comme des mini-documents séparés? J'imagine que plusieurs configurations sont possibles. Après, voilà, c'est à tester en fonction de ce qu'on peut obtenir comme performance. Donc ça, typiquement, dans vos benchmarks, vous n'avez pas testé différentes méthodes de pré-processing? Enfin, je ne sais pas si c'est lié, mais... Non, pas spécialement. En tout cas, pas sur la partie bloc. On lisait un CV comme on a l'habitude de les lire dans notre pipeline. D'accord. Alors, avez-vous identifié des biais? Et si oui, comment avez-vous essayé de les traiter? Des biais dans les modèles pré-entraînés? Après, il y a toujours le risque d'avoir un biais dans son dataset d'apprentissage. Ça peut aussi dépendre... J'ai pas fait attention si on avait parlé de cible en fait, ou de fonction de perte. Comment est-ce que qu'est-ce qu'on fait du résultat d'apprentissage du classifieur? Du classifieur. Oui, effectivement, il faut arriver à trouver un classifieur qui a le
le paramétrer pour qu'il fonctionne bien avec notre dataset. Si on a des classes très déséquilibrées, par exemple, il faut qu'on choisisse une fonction de coût qui représente ça pour pas toujours prédire la classe majoritaire, par exemple, ce genre de choses. Après, là, on retombe dans des configurations classiques d'apprentissage machine learning, je pense, pas forcément liées à ça, liées à n'importe quel type de classifieur. Donc s'il manque des précisions, n'hésitez pas à rebondir sur le chat. On a quelques secondes. Je vous laisse quelques secondes pour réagir, mais autrement, je crois qu'on va pouvoir libérer Justine. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup, et puis on arrête là.